Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du mois de la formation. Un webinaire qui sera consacré à la sécurisation des parcours et à la rémunération des stagiaires. Je suis du coup Charlène Pallard, je travaille pour Cap Métiers, Nouvelle-Aquitaine, au sein du pôle professionnalisation et animation de réseau. Et le webinaire de ce matin, sera animé par la région Nouvelle-Aquitaine, par Omer Ozeroll, dont je vais passer la parole dans quelques instants. C'est un webinaire qui va durer 1 heure, donc on est ensemble de 10 heures à 11 heures. Vous avez la possibilité de réagir aux propos de monsieur Ozeroll via le chat qui est accessible via le menu qui se trouve en bas de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions, on y reviendra tout au long de la présentation. Le PowerPoint, vous sera également, remis, à la suite, de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à réagir. Je vais tout de suite laisser la parole à Omer Ozeroll pour l'introduction et puis le déroulé du webinaire. Merci et bonne écoute. Merci Charlène. Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord de l'intérêt que vous portez à la question de la sécurisation des parcours. Alors, je suis Omer Ozeroll. Je suis sous-directeur en charge de la sécurisation des parcours à la région Nouvelle-Aquitaine. C'est une sous-direction qui est au sein du pôle formation et emploi, la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Alors, cette sous-direction a une action transverse. Elle gère en propre certains dispositifs particuliers de sécurisation des parcours et à une action transverse sur le pôle. Donc la cible de nos actions sont les usagers du service public de la formation régionale. Je vais vous présenter un peu dans des grandes lignes. Dans un premier temps, en quoi se situe cette sécurisation des parcours, avec quelques éléments de ressources et de lieux qui peuvent être utiles pour avoir de l'information, pour un peu d'appui dans vos missions. Charlène, si vous pouvez mettre la seconde diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, la région de Nouvelle-Aquitaine mène plusieurs types d'actions. Elle finance notamment un certain nombre d'actions de formation. Donc, elle appuie la construction du projet professionnel à travers des dispositifs comme avance de parcours. Elle peut intervenir sur les compétences de base des demandeurs pour les développer, pour aider à les développer. Elle finance également des formations qualifiantes via diverses modalités. Programme régional de formation, habilitation de service public premier niveau de qualification. Elle forme également les apprenants. Elle finance également la formation des apprenants du secteur sanitaire et social. Et également, selon certaines modalités un peu particulières, elle peut être amenée à financer des formations en situation de travail. Donc il y a plusieurs types de lieux de ressources. L'idée, c'était aussi de récapituler ça sur une vignette pour que vous ayez une vision plus globale de ces éléments-là. Il y a des espaces régionaux d'information et de proximité, ce qu'on appelle les ERIP, qui sont des lieux d'accueil ouverts au public, mais qui renseignent des publics de nature assez vaste, qui peuvent également vous renseigner. Il y a les points relais conseils pour la validation des acquis de l'expérience. Il y a des sites comme C'est ma formation, Vite ma formation, bien sûr Cap Métiers, que je remercie pour ce webinaire, l'outil Raphaël, Talent d'ici. Le centre de ressources formation handicap qui a bien gardé à l'esprit lorsqu'il s'agit notamment d'avoir de l'appui pour adapter ou rendre accessibles les formations pour les personnes concernées, et le centre de ressources formation contre l'analphabétisme. Alors la sécurisation des parcours, l'objectif, le sens déjà de notre action en matière de sécurisation des parcours, c'est de permettre à tout à chacun de se projeter dans un parcours de formation. Mais un parcours de formation, ça s'inscrit toujours dans un projet de vie, comme vous le savez. Donc il y a des éléments assez, j'allais dire, triviaux à prendre en compte, mais qui sont essentiels, des conditions de réussite essentielles. Donc l'idée, alors, il y a autour de cette visio des prescripteurs, des organismes de formation, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que l'idée, c'est d'accompagner le plus possible les personnes, le plus tôt possible, parce qu'un parcours de formation, c'est avant tout un projet. Donc, dans ce projet, il est important de lever ce qu'on va appeler des freins périphériques,
dès l'amont, en tout cas de donner à lire aux demandeurs des éléments de projection pour qu'ils puissent se projeter dans ce parcours. Ça permet aussi de capter plus facilement les personnes pour amener parfois les personnes les plus éloignées de l'emploi en formation. Ça permet à tout à chacun aussi d'avoir, j'allais dire, de s'inscrire en toute conscience dans un parcours en ayant en tête les conditions matérielles de réalisation. Donc, dans ce cadre-là, dans ma sous-direction, donc la sous-direction sécurisation du parcours, il y a 2 services qui interviennent. On gère aussi des dispositifs. Donc il y a un service pilotage et gestion de la rémunération des stagiaires, donc qui assure la rémunération pour les personnes. Bon, je vais expliquer ça dans des vignettes ultérieures, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et un service soutien au parcours, qui celui-ci s'occupe d'attribuer des aides directes. Ça c'est important, des aides directes aux usagers, aux demandeurs, qui peuvent saisir directement sur les sites de la région leurs demandes. Je vais vous les expliquer, ces aides. Alors, il y a les fonds d'aide, les fonds de sécurisation. Il y a aussi les aides individuelles. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Là, on est plus sur la subsidiarité par rapport à l'offre collective, au financement collectif des formations. Il y a des dispositions qui ne sont pas gérées dans ma sous-direction, mais qui sont à destination. Tout à l'heure, je parlais des apprenants du secteur sanitaire et social, donc des étudiants, des bourses sanitaires et sociales, qui sont aussi un point fort de l'intervention régionale en matière de sécurisation des parcours. Donc, Charlet, je te propose de faire défiler passer à la vignette 3 et surtout 4. On va aborder d'abord la question de la rémunération, qui est quand même l'élément principal de sécurisation, en tout cas financièrement, l'élément principal à disposition des demandeurs. Donc la rémunération des stagiaires, qu'est-ce que c'est? Alors, la rémunération des stagiaires procède du Code du travail. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les dispositions du Code du travail sont d'ordre public. Donc, toute personne qui rentre en formation agréée par la région sur un parcours à partir de 150 heures peut potentiellement avoir droit à la rémunération régionale. Alors, cette rémunération, elle n'est pas systématique non plus. Il faut ne plus être indemnisé par France Travail ou perdre pendant la formation les droits à indemnité France Travail. Donc, dans ces cas-là, la région prend le relais. Donc, vous êtes quelqu'un qui rentre sur une formation financée par la région, si elle n'est pas indemnisée par France Travail, pour tout parcours, à partir de 150 heures, bénéficie de la rémunération. Bien entendu, cette rémunération s'accompagne de la protection sociale, donc de la couverture du risque accident du travail. Il y a également les cotisations retraite qui sont versées et la protection de maladie. Alors, qu'est-ce qui se passe si le parcours est inférieur à 150 heures? Il n'y a pas de rémunération. Il a été estimé que sur de telles durées, il a fallu faire ce choix. Mais ces parcours ne sont pas rémunérés. Par contre, la région s'occupe de la protection sociale des personnes sur ces parcours-là. Donc ça se traduit concrètement par la mise en place de ce qu'on appelle la DSN, les déclarations mensuelles sur les systèmes nationaux de protection sociale. Ça peut impliquer bien sûr la fourniture de pièces particulières, mais ces questions-là, l'idée c'est de fournir une protection globale aux stagiaires pendant sa formation. La rémunération, ça peut être aussi un outil pour capter des publics qui seraient éloignés de l'emploi, en leur donnant à lire des conditions, une réponse à des besoins de vie quotidienne financiers. Alors, donc, je parlais tout à l'heure du Code du travail, on a un règlement d'intervention parce que, en l'absence de précision dans le Code du travail, les régions ont une possibilité de façon volontariste d'avoir une approche en termes de politique publique un peu plus renforcée. Donc, on a par exemple bonifié des barèmes pour certains publics, sur certains dispositifs, comme sur l'habilitation de service public. Il s'agit du socle ou d'habilitation de service public socle ou premier niveau de qualification, il y a des barèmes bonifiés. Voilà. Je vous parlais de barèmes tous les ans maintenant, depuis 2022. Avant, il y a eu de nombreuses années où il n'y avait pas de revalorisation de la rémunération. Et du fait de la loi, les rémunérations sont revalorisées au regard des indices INSEE du coût de la vie. Sur ces aspects un peu volontaristes, il y a aussi des possibilités supplémentaires au-delà de la rémunération. Il y a par exemple des prises en compte de forfaits. Un des points
une des difficultés principales pour aller en formation, ça peut être la distance ou le logement. Souvent, ces questions sont liées d'ailleurs. Donc, la région peut verser, bien sûr sur la base de justifications apportées, un forfait transport et ou hébergement. D'autres pans de notre action sont encore plus volontaristes, comme par exemple la mise en place ça date de la fusion des régions d'une prime monoparentale. On a aussi essayé de généraliser des dispositions qui nous paraissaient vertueuses dans les ex-régions lorsque nous avons fusionné. Donc, il y a une prime monoparentale de 100 euros pour toute personne en situation monoparentale. De la même manière, comme il s'agit de mobiliser des droits et des aides, il faut apporter un certain nombre de justificatifs, donc établir la situation de monoparentalité, par exemple en fournissant une copie du livret de famille ou une décision de jugement confiant la garde exclusive à la personne. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que la rémunération, bon, c'est un revenu, c'est imposable. La région déclare, comme tout employeur, même si elle n'est pas employeur, elle déclare tous les mois, au titre du prélèvement à la source, elle prélève en fait pour le compte de l'État l'impôt sur le revenu. Ça va dépendre bien entendu du barème, des conditions du foyer en question, hein, comme pour tout. Là, on peut faire un parallèle avec les salariés. Bon, c'est aussi des modalités qui mettent dans les mêmes dispositions que lorsqu'on sera en situation de travail. Mais la rémunération est cumulable avec d'autres ressources. Après, il faut garder à l'esprit que certaines aides ou certaines ressources ne sont pas forcément cumulables avec la rémunération, ou en tout cas peuvent nécessiter des ajustements. On peut penser au RSA, on peut penser à l'allocation adulte handicapé, mais la rémunération est une ressource, voilà, qui n'est pas conditionnée en fait par le niveau de vie du foyer ou par les autres ressources ou le patrimoine des bénéficiaires, l'éventuel patrimoine du bénéficiaire ou de leurs ayants droit. Donc, alors, on a des barèmes de rémunération parce que l'idée, c'est de prendre en compte des situations. On reste quand même sur le cadrage du Code du travail, hein, mais les barèmes de rémunération peuvent être, par exemple, différés en fonction de l'âge de la personne. Vous allez avoir un montant pour les jeunes. Vous allez avoir, on peut être jeune mais avoir une expérience professionnelle conséquente, donc le barème peut augmenter. Il y a tout un tas de dispositions. On a des grilles de barème qui sont consultables dans le règlement d'intervention, qui sont aussi consultables. Donc, tous les documents que je vous évoque, ces règlements, ces dispositions sont téléchargeables sur les sites qu'on va vous donner par la suite. Pourrait même vous être communiqué à l'issue du webinaire si vous le souhaitez. C'est également consultable sur le site de Cap Messier de toute façon. Mais voilà. Donc après, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Une particularité pour les travailleurs handicapés ou les personnes qui bénéficient de la RQTH, comme on dit, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les barèmes peuvent varier et en fonction de l'expérience antérieure, parce que ces personnes ont cotisé aussi. Donc la loi les protège davantage sur cet aspect-là, peuvent avoir une rémunération bonifiée. C'est pour cette raison que vous allez avoir, ça peut parfois surprendre, mais vous pouvez voir qu'il y a un barème qui va jusqu'à 2134 € pour les personnes en reconversion professionnelle qui ont eu, je crois, plus de 900 heures d'activité ou 950 heures d'activité antérieure dans les 6 mois. Après, il y a plein de règles particulières. Nous, on a un service dédié. Hein. Ça, c'est une particularité de la région Nouvelle-Aquitaine. On est la seule région qui gère en direct la rémunération des stagiaires, totalement. Donc, on n'a pas de prestataire. On a un prestataire informatique qui nous appuie pour outiller les organismes de formation. Et Charlène, si vous voulez bien passer Alors, juste à la avant de diapo passer suivante, s'il vous plaît. Il y Omer, a voilà, peut-être des questions. J'ai vu passer ouais, quelques questions. Si je peux il y y a 2 répondre, ça questions sera avec plaisir. sur cette question-là de la rémunération et notamment sur les conditions de cumul. La première, Oui. lorsque des jeunes sont en contrat d'engagement jeune, par exemple, conservent-ils la rémunération en SEIG? Est-ce qu'elle se cumule à la rémunération région? Ça, c'est la première question. C'est une mission locale qui pose la question, j'imagine. Peut-être. Alors, c'est Justine Roblé qui pose la question. D'accord. Euh, En fait, le CEJ peut être conditionné par les ressources, il me semble. Mais la rémunération, elle, n'est pas conditionnée par les ressources du bénéficiaire. Donc, il faut regarder les conditions d'application du CEJ. Moi, aujourd'hui, je vous explique le fonctionnement de la rémunération des stagiaires, hein, le fonctionnement des dispositions régionales.
Alors elle un apporte une bénéficiaire. fois un complément. Oui, Mère, merci. la rémunération formation fait partie des ressources intégralement déduites du montant de l'allocation SAIG. C'est des informations sur la déclaration ressources, SAIG. Oui, oui, ça, c'est toutes les. En fait, c'est pour cela que j'évoquais tout à l'heure les aides conditionnées par des déclarations de ressources. En fait, celles que j'ai Mmh. évoquées, que ce soit le RSA, l'allocation du handicapé, nécessite de faire par exemple des déclarations trimestrielles de ressources. Et on parle bien de ressources, pas de revenus, donc c'est au sens large. Et ça prend en compte aussi la question du foyer. Le SAIG est aussi conditionné par les ressources du bénéficiaire ou de l'usager, c'est vrai. Donc, le fait de percevoir la rémunération peut effectivement impacter et impacte probablement le bénéfice du SAIG ou en tout cas la quotité de SAIG qu'on peut avoir en étant jeune bénéficiaire, c'est vrai. Ce sont des dispositions réglementaires nationales qui s'appliquent du coup. Donc, nous, on n'intervient pas sur ces sujets-là, on met à disposition une rémunération. L'idée derrière, c'est de sécuriser le parcours au mieux, en fait. C'est ça qu'il faut retenir, au regard des conditions globales et des conditions réelles pour la personne que ça va engendrer pendant la formation ou après, bien sûr. Donc, c'est un élément à prendre en compte, vous avez raison. Alors Fanny, qui intervient en disant que des Je stagiaires vous ont en eu de prie. mauvaises surprises avec le cumul en RSA plus rémunération région, donc du coup, elle met en Oui, vigilance par rapport à oui, cette c'est un point de vigilance sur lequel, c'est un point de vigilance fort de la région. Alors c'est compliqué puisque la région ne verse pas le RSA. C'est pareil, c'est la même problématique pour toutes les aides sous condition de ressources. Et je pense que le point de vigilance, il doit être, bien entendu que certains stagiaires peuvent avoir de mauvaises surprises, mais un stagiaire qui est accompagné en amont doit aussi être accompagné normalement sur les conditions de les conditions et les ressources, et l'impact que peuvent avoir, les diverses dispositions sur leurs ressources. Donc il est important de regarder en amont, en fait, le fonctionnement des diverses aides dont et c'est au sens large, en fait, la question, dont peut être potentiellement bénéficiaire ou est déjà bénéficiaire le stagiaire lorsqu'il rentre en formation, et avec la rémunération. Après, ce qu'on sait, c'est que en fait, ça crée surtout des décalages en fait, sur la perception. Il y a des réactivations après. Il y a une certaine complexité parce que, par exemple, le fait de recevoir la rémunération peut aussi déclencher de la prime d'activité. Donc, il y a beaucoup de situations très particulières et il est très important de travailler la question le plus en amont possible avec le bénéficiaire en essayant de poser sur la table l'ensemble je veux dire, des conditions d'aide et financière dans lesquelles il est déjà au moment d'entrer en formation et dans lesquelles il devrait être pendant la formation et aussi au sortir. Donc il y a un travail d'anticipation à faire au maximum. Voilà. Et nous, on peut vous renseigner sur ce qu'on verse, nous, région. Et ensuite, il faut travailler ces questions en amont. Normalement, un stagiaire qui a été prescrit sur une action de formation ne doit pas avoir de surprise sur les conditions de versement ou l'impact que peut avoir la rémunération sur ses autres droits, parce que le droit est fixe. Après, il peut avoir, bien sûr, les uns et les autres financeurs, parfois des décalages dans les versements ou dans le traitement, ça arrive ça peut toujours arriver. Mais lorsqu'il s'agit de déterminer les droits de l'usager, il faut le faire le plus en amont possible, en ayant ces précautions-là, pour éviter qu'un stagiaire se retrouve captif d'une mauvaise surprise, comme vous dites. Voilà. Avec du coup, pour poursuivre, Fanny qui dit qu'il y a des impacts, souvent 3 mois après la formation, avec des stagiaires qui ont parfois refusé la rémunération régio à cause justement de ces surprises-là, de non-cumul et cetera, ou en tout cas de Oui, et c'est un sujet important et c'est un sujet aussi où il faut essayer le plus possible de sortir en tant qu'acteur professionnel que nous sommes j'allais dire de certains a priori également. C'est-à-dire qu'il est très important de travailler les droits en amont. mmh, Parfois, il y a des freins aussi, oui, parce que la rémunération rentre dans les ressources et est déclarée tous les 3 mois. Elle est déclarée comme d'autres ressources d'ailleurs de l'usager. Donc, le RSA va commencer à diminuer à partir de la perception au 4e mois de la rémunération. Et il y a une logique différentielle en fait sur ces aides. Donc, c'est important de le travailler le plus en amont possible. Mais aussi, normalement, on ne peut pas refuser le bénéfice de la rémunération quand on rentre en formation, je vous le dis.
ces dispositions sont d'ordre public. Et il est important aussi de garder à l'esprit que la rémunération confère le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ça embarque aussi d'autres droits. Donc, il faut avoir tous ces éléments à l'esprit. C'est complexe hein, à travailler avec les usagers, c'est clair, mais faut avoir ces éléments à l'esprit le plus en amont possible. Alors on a une autre question, sur Oui. le calcul. Est-ce qu'il existe un calcul au prorata, pour les parcours de moins de 150 heures? Il n'y a pas de rémunération de verser pour les parcours de moins de 150 heures. La protection sociale, par contre, est assurée par la région. Mmh. Il y a moins de 150 heures, vous divisez pour essayer de tomber sur des semaines. Vous allez voir, à raison de 35 heures par semaine, voilà, on est sur un mois et une semaine de formation maximum. Donc on considère que cette période-là n'est pas rémunérable. C'est dans la réglementation régionale. Alors après, il y a plusieurs modalités après, on peut aussi répondre s'il y a d'autres questions par la suite, bien entendu. Moi, ce que je souhaite, c'est répondre à un maximum de questions et éclairer au maximum les participants. Il y a plusieurs modalités aussi d'entrée en formation. On peut rentrer à temps plein, voilà. C'est-à-dire on est en formation plus de 30 heures par semaine ou à temps partiel. C'est pour vous expliquer aussi le mode de calcul de la rémunération. À temps plein, en fait, alors c'est quelque chose que j'ai pas expliqué. Le système de rémunération, en fait, il repose quand même sur la constitution d'un. Je vais revenir un peu, Mmh. rewind, revenir un peu en arrière. Le système de rémunération, il repose sur la constitution d'un dossier de rémunération le plus possible en amont avec le prescripteur. Ça c'est quand même vertueux. Le rôle des prescripteurs est important, même si on peut rentrer soi-même en formation avec ce qu'on appelle l'autoprescription. On croit dans la vertu de l'accompagnement. On y croit d'expérience. Hein. Constituer le plus en amont possible les pièces nécessaires pour que le démarrage de la formation se fasse dans de bonnes conditions pour le stagiaire. Une fois que ces pièces sont réunies, le stagiaire rentre en formation, fournit les pièces, parce qu'il est quand même acteur de son parcours, hein, ça ne faut pas l'oublier, il fournit les pièces à l'organisme de formation qui, lorsqu'il est financé par la région, donc sur nos dispositifs agréés, doit le soumettre à la région pour instruction. Une fois l'instruction effectuée, elle est validée dans l'outil qu'on appelle Roméo, c'est l'outil de gestion de la rémunération qu'on avait à disposition des OF, des organismes de formation. L'organisme de formation donc est responsable de déclarer les états de fréquentation des stagiaires. Comment ça se passe? Tous les mois. En fait, la rémunération est payée sur service fait, ça ne faut pas l'oublier. Il faut être présent en formation pour être rémunéré. Donc, sur un parcours, c'est pour cette raison que j'étais un peu revenu en arrière, sur un parcours à temps partiel, seuls les jours de présence ou les heures de présence vont être déclarées dans l'outil. Il s'agit à temps partiel, donc c'est en dessous de 30 heures de formation semaine. Pour un parcours à temps plein, et là c'est pour faciliter la tâche des organismes de formation, ça leur évite de saisir toutes les heures une par une, seules les absences non justifiées vont être déclarées. Les absences justifiées, quant à elles, par des motifs valables, exemple arrêt de travail, sont déclarées comme des présences avec justification. Voilà. Enfin, sont déclarées dans l'outil avec justification afférente. Donc, une fois le premier mois de formation passé, l'organisme de formation a environ une semaine pour déclarer ce que je viens de vous expliquer là dans l'outil de rémunération et valider sa déclaration. La région ensuite va le traiter, va vérifier les pièces, l'ensemble des pièces. Derrière, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de gestion de données publiques, donc il y a des responsabilités importantes dans cette gestion-là, personnelles, hein, des agents qui interviennent. Donc, la région va vérifier cela et va procéder à un premier train de paiement. Il y a 2 trains de paiement tous les mois qui sont organisés. Pourquoi 2? Simplement pour permettre que les organismes de formation puissent remonter des personnes rentrées en formation en milieu de mois, ou vers la fin du mois. Et aussi, parfois, parce que voilà, les organismes de formation ont une charge importante de travail, une charge administrative importante, et qu'il faut être en capacité d'avoir une sorte de filet de rattrapage, de sécurité, pour que tout à chacun puisse avoir sa rémunération le plus rapidement possible. Donc ensuite, les rémunérations sont versées sur les comptes, sont perçues sur les comptes plutôt entre le 20 et le 30 du mois. Il peut y avoir des petites variations en fonction des délais bancaires.
parfois importantes, hein, sur certaines banques, ça peut varier de 1 jour à 4 jours. Mais bon, vous avez ces éléments dans, le, dans la vignette qui est présentée là. C'est quand même un sujet très important, enfin vous le savez, pour les stagiaires. Je vois qu'il y a des questions qui défilent au fil des... J'ai pas le temps de Alors, lire. c'est plutôt des réactions par rapport, du coup, à cette, D'accord. D'accord. à cette base-là de la rémunération à partir d'une formation plus de 150 heures. Julie disait à un moment qu'il était écrit sur le règlement qu'il y avait un calcul qui était fait au prorata pour les moins de 30 heures. Du coup, elle avait eu un échange avec le service de la rémunération région et à cela, on lui a répondu qu'il fallait cette base minimum de 150 heures pour déclencher la rémunération et si la Alors, il y a personne, deux choses différentes. Oui, voilà, oui, ne j'ai compris. consomme pas les 150 heures, ce qui est dit, elle Non, sera en fait, il y a deux rémunérée. choses différentes. C'est-à-dire, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'est-ce qui ouvre droit à la rémunération. Ce qui ouvre droit à la rémunération, c'est d'être sur un parcours à partir de 150 heures. Donc, alors, quand l'organisme rentre les informations, il saisit un parcours prévisionnel. Ce parcours prévisionnel, il doit être raccord avec le contrat de formation. S'il bouge, il faut faire un avenant au contrat de formation. Ces éléments sont importants, hein, parce qu'ils sécurisent aussi tout un tas d'autres aspects, donc au-delà du versement aux stagiaires. Mhm. Donc, après, il y a la modalité de formation. On peut être sur un parcours de plus de 150 heures, mais à temps partiel. On peut être sur un parcours long, de façon calendaire, et en termes d'heures aussi, parce qu'il a été adapté, parce que l'individualisation qu'on prône d'ailleurs à la région nécessitait d'avoir un parcours, par exemple, de 500 heures, mais à temps partiel. Bah, dans ces cas-là, il y a une modalité de déclaration particulière. Le versement se fait au prorata des heures de présence, pas plus, bien entendu, puisqu'on paye sur service fait. On ne payera pas une journée de rémunération à quelqu'un qui fait 3 heures par jour, 5 heures par jour. C'est pas la règle de traitement de la rémunération. Et donc, en fait, faut raisonner en deux temps. Après, si le parcours est modifié en cours de route, ça peut entraîner des choses. Mais il est rare qu'un parcours de 400 heures soit ramené en dessous de 150 heures en cours de formation. Il y a a priori pas d'autres réactions là-dessus. Alors, si on avait pour le temps partiel, les heures d'absence justifiées sont également à déclarer comme une présence. Voilà, c'est une réaction qu'on avait dans le chat. Donc n'hésitez pas, hein, à encore, Oui. réagir sur l'espace de conversation. Est-ce que pour cette partie-là, Omer, on peut Je faire? vois, sauf si la personne abandonne la formation. Il y a une question sur. Bah, je la prends au vol, la question sur Ouais? Christophe, dont je ne vois pas le nom, mais Mmh. j'ai vu que le prénom. En cas d'abandon de formation, on ne demande pas le remboursement des heures rémunérées qui ont été justifiées par des émargements. Mmh. Par contre, si l'organisme de formation a déclaré des heures qu'il n'y avait pas d'émargement ou autre, ça pose d'autres questions. Mais on ne demande pas ce remboursement-là. On reste sur la base du parcours prévisionnel. C'est-à-dire que quelqu'un abandonne. Mmh. Ce qu'on regarde, c'est le contrat de formation. Il y a un engagement quand même quelque part, un engagement entre le stagiaire et l'organisme de formation. Et nous, la région, on vient se calquer sur cet engagement. C'est ce que j'ai. Oui, je vois votre question. Je voulais y venir, monsieur. C'est plus compliqué en chat et de ne pas vous voir pour vous parler. Mais bon, si la personne en cours de route a abandonné, mais qu'elle était partie sur un parcours de 500 heures, normalement, les heures, elle avait droit à la rémunération sur son parcours. Par contre, elle a abandonné en dessous de 150 heures. Voilà. Après, s'il y a des difficultés sur des dossiers particuliers, il faut qu'on échange et qu'on regarde. Oui, exactement. La personne sera payée ou a peut-être déjà été payée sur les heures déjà faites. Effectivement, c'est bien la réaction que je vois dans le chat. Mmh. Pour vous donner un ordre, je vais passer un peu sur on est à la moitié du déroulé. Mmh. J'ai Alors, il y a une question. Donc à temps plein, ils sont rémunérés donc sur à temps plein, non, à justifié? temps plein, les absences sont déduites. Mmh. C'est pas qu'ils sont rémunérés sur les absences, c'est qu'à temps plein, les absences sont déduites. Les absences non justifiées sont déduites. Voilà. Mmh. Et il y a une liste des motifs d'absence justifiés et non pris en compte dans le règlement d'intervention qui est communicable et disponible. Qui est d'ailleurs communiqué pour les organismes de formation. Il est d'ailleurs consultable aussi sur le site Rémi Roméo. Et pour les temps partiels, Omer? Pour les temps partiels, vous parlez des absences pour les temps partiels? Oui, c'est lié à la question Oui, précédente. donc Mmh. moi je pense, après je suis pas gestionnaire de rémunération non plus, hein, mais je pense,
enfin, je suis quasiment sûr que sur un temps partiel, si l'absence est justifiée, c'est une absence justifiée. En droit, si le motif est valable et qu'il est prévu au règlement d'intervention, sauf disposition contraire du règlement d'intervention que je n'ai pas à l'esprit, il fait plus de 40 pages. Voilà, je suis comme vous, moi je ne suis pas une machine, hein, je ne peux pas vous délivrer tout ça. Aussi, et c'est aussi pour ça qu'on a une équipe qui intervient et qui renseigne les usagers et nos partenaires, OF et prescripteurs. Bon, normalement, si l'absence est justifiée, elle est justifiée. Après, si vous calibrez un parcours à temps partiel et qu'il n'y a que des absences, ça pose une autre question. Ça pose d'autres questions, en fait, de fond, sur le parcours. Si le parcours n'a jamais démarré, on peut s'interroger, voilà. Et bon. Ouais, merci pour le. Je leur dirai, parce que. Merci Julie. Je leur dirai pour. Oui, sincèrement, pour vous donner, et puis pour humaniser un peu le propos, parce qu'on est tous un peu à distance et voilà, pour sortir un peu ce sentiment un peu de bureaucratie, d'administratif qu'on peut avoir. Vous avez des équipes qui sont quand même extrêmement soucieuses du bon fonctionnement du dispositif pour les organismes de formation et surtout dans l'intérêt des usagers. Hein, et tout en tenant compte, c'est aussi la difficulté qu'on peut avoir, nous, agents publics. On gère des deniers publics, c'est pas, voilà, on est responsable pour la collectivité hein, de ce que l'on fait. Donc, voilà, je leur dirai parce qu'elles sont méritantes. Et ça a été un gros projet, l'internalisation de la rémunération. Pour vous donner un ordre d'idée, on édite plus de 100 000 bulletins de paye par an. Donc, c'est un service public en direct. Il y a un budget de plus de 83 millions d'euros. C'est environ 8 000 bulletins de paye par mois. Vous allez me dire 8 000 fois 12, ça fait pas 100 000, mais parce qu'en fait, on peut rééditer des bulletins, tout ça. Donc on est, voilà, ça nous motive d'avoir ce type de retour et je ferai ces retours à l'équipe parce qu'elle mérite, elle mérite bien sincèrement d'entendre cela. Quoi. Donc, cette équipe rémunération, elle est située sur 3 sites. Une partie sur Poitiers, une partie sur Bordeaux et une partie sur Limoges. On a voulu rester aussi, voilà, pas centraliser les choses, rester aussi sur les. On ne va pas dire qu'on est sur les territoires, c'est pas vrai, on est sur les sites régionaux, hein. Mais voilà, on a fait aussi avec des gens de l'ensemble des territoires, on y tenait. C'était quelque chose qui était important pour nous. Voilà un peu pour la rémunération des stagiaires. N'oubliez pas les adresses. Voilà, les adresses. De toute façon, à la fin du PowerPoint, il y a les adresses utiles aussi. Je vois que certaines ou certains d'entre vous connaissent déjà les contacts de l'équipe, donc c'est une bonne chose aussi. C'est bon, c'est plutôt bon signe. Les fonds de sécurisation des parcours. Alors ça, ce sont il y a 2 dispositifs en fait dans ce fonds de sécurisation des parcours. Il y a le fonds social formation et le fonds d'aide à la mobilité vers l'emploi. Alors, on a profité un peu de l'aubaine du pacte pour obtenir des financements pour mettre en place ces dispositions. Les fonds de sécurisation des parcours ont été développés pendant la période du Covid, période durant laquelle d'ailleurs la région avait aussi assuré la continuité du versement des rémunérations, hein, malgré la fermeture de l'ensemble des structures partenaires, organismes de formation pour la plupart, au début notamment. Donc on a pris des dispositions pour maintenir ces rémunérations-là, parce que pour certaines personnes, c'était leur seule condition de subsistance. Il faut quand même avoir. Enfin, je pense que vous l'avez aussi à l'esprit. Voilà, on a parfois affaire à des personnes en grande difficulté et en grande précarité. Donc les fonds de sécurisation des parcours ont été mis en place et outillés informatiquement pendant le Covid. Donc l'idée, en fait, c'est de tenir compte, quand vous êtes en formation, je le disais tout à l'heure, vous êtes en formation dans le cadre d'un parcours de vie avec des éléments périphériques, des contraintes matérielles, de logement, de transport pour vous former. C'est souvent un parcours du combattant et vous n'êtes pas tout seul, bien souvent, ou parfois bien seul, pour faire face à ces difficultés. Donc, on a affaire à des familles aussi, à des foyers qui sont en difficulté. Donc, en fait, et dans la vie, ben, on peut avoir des coups durs. Comme pour aller travailler, hein, le véhicule ou la question du transport, c'est une condition clé. Alors, le meilleur levier de sécurisation des parcours, c'est d'abord de former les gens là où ils sont, là où ils habitent. Mais on ne peut pas être partout. Et donc, on essaie de former au plus près des bassins de vie. Il y a une territorialisation
des réponses formation que met en place la région, mais il faut des compléments. Ils font des compléments pour aider les personnes. Et en cas de coup dur, par exemple en cas de panne de voiture ou en cas de difficulté pour verser des charges de logement, ben, bien souvent, la personne risque, bien qu'il y ait de la rémunération, que ce soit indemnisé par Pôle emploi, qui intervient aussi, hein, par France Travail, pardon, euh, la personne peut être amenée à abandonner sa formation. Donc l'idée, c'était que ces coups durs-là, ces situations d'urgence, de difficultés financières majeures, en fait, en matière de logement et de transport, ne grèvent pas, ou le moins possible, la poursuite du parcours et n'amènent pas à un abandon. Ce que l'on ne souhaite pas, c'est que, bien sûr qu'on veut capter les gens en formation. On veut surtout que que les personnes aillent jusqu'au bout de leur formation et puissent travailler derrière. Voilà. Euh, donc, euh, donc, s'il y a un risque de remise en cause en fait, de la poursuite de leur formation, euh, c'est les personnes, les usagers, parce qu'il s'agit quand même d'une présence du service public hein, pour les personnes qui en auront besoin. Les usagers peuvent saisir une demande d'aide via le guide des aides régionales. Vous aurez les liens, vous avez les liens à la fin du document aussi, ou en bas à droite là, de la vignette, je viens de le voir, peuvent saisir une demande. Alors comment ça fonctionne quelles sont les conditions d'éligibilité? Alors pour faire ces demandes, pour y avoir droit, il faut être en formation sur des formations financées par la région, tout d'abord. Mais pas seulement. On, on, idem pour les apprenants du sanitaire et social. Hein. Vous connaissez probablement la problématique aussi. Ces apprenants subissent les mêmes problématiques. Il faut être sur un dispositif financé par la région. On peut être aussi éligible lorsqu'on est apprenti. Les apprentis sont éligibles donc au Fonds social formation. Les salariés des structures d'insertion par l'activité économique peuvent y avoir droit également. Et je crois qu'il y avait aussi les personnes en contrat pro. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas dans le, peut-être pas sur le fonds social. Donc, en tout cas, ça permet de soutenir quelqu'un qui a une difficulté ponctuelle sur les deux postes principaux, les postes clés euh, pour nos publics, que sont les postes de dépenses liés au transport ou au logement. On va regarder bien entendu les ressources du foyer. Là, on parle de foyer, on parle de foyer de vie, puisque on peut être soi-même sans ressources, mais être dans un foyer où il y a de la ressource. On va regarder ces éléments-là. Alors, donc, vous avez probablement compris, dépenses liées au transport et ou au logement, parfois c'est les deux. Le montant plafond de l'aide est de 1 000 euros. Donc, il faut être en formation, hein, ça, faut l'avoir à l'esprit. Là, je parle principalement des publics qui sont en formation ou apprenants, c'est quand même notre cible principale, même si d'autres personnes y ont droit. Il faut être en formation, donc quand la formation est terminée, bah, si on demande l'aide, on ne peut pas y avoir accès à travers le fonds social. Et on va verser une aide qui va être à hauteur, plafonnée à 1 000 euros, mais à hauteur de la dépense qui pose problème pour l'usager. Concrètement, vous avez une panne de batterie, vos ressources sont très très faibles, elles ne permettent pas d'y faire face. Si vous n'y faites pas face, vous ne pourrez pas vous rendre en formation. Vous faites une demande d'aide du Fonds social formation via le guide des aides, et la région, donc si les conditions sont réunies, que je viens de citer, va vous verser une aide pour financer ou pour couvrir cette dépense. Voilà, le versement ayant une fois. Il y a une commission tous les jeudis. Ça, c'est l'autre pan de ma sous-direction qui intervient, c'est le service soutien au parcours. Il y a une commission tous les jeudis qui se réunit hein, pour attribuer les aides. Donc, pareil, vous avez des personnes mobilisées, hein, là, fortement mobilisées pour, pour essayer d'être le plus réactif possible et au plus près du besoin des usagers. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que parfois un coup dur arrive et peut se répéter. Il faut avoir un autre problème. Souvent, les personnes vont par exemple avoir un véhicule vétuste. Donc, vous aurez une panne de batterie en octobre et bah, les pneus qui ne permettent plus de rouler en janvier, par exemple. Voilà. Donc, on peut intervenir plusieurs fois à travers ce fonds social. On peut intervenir plusieurs fois pour aider, mais il y aura un plafond de 1 000 euros au final sur l'année, par année. Voilà. Et les dépôts sont sur le guide des aides. Un point qui est important, parce que
Et je profite du fait qu'on ait des organismes de formation, mais aussi des prescripteurs autour de la visio, même si je ne vous vois pas. C'est l'organisme de formation qui doit attester du risque quand même de rupture pour l'usager. Donc il y a un petit document à remplir que l'usager va télécharger et vous fournir. Moi, ce que je préconise, c'est dans la mesure du possible, c'est de l'accompagner. Voilà, c'est de l'accompagner pour faire la demande au sein de l'organisme de formation. Mais les prescripteurs, on a aussi des prescripteurs, et je les en remercie, qui accompagnent les usagers dans les demandes. Voilà, tout le monde n'a pas la même aisance avec les outils. Voilà, Internet, c'est bien, mais c'est pas toujours simple pour tout le monde. Donc, c'est toujours bien quand c'est possible de le faire, d'être auprès de l'usager pour l'accompagner un peu. Après, il y a les pièces, il faut des pièces, certaines pièces. Le document qui atteste la rupture fourni par l'organisme de formation est important et obligatoire. Mmh. C'était une manière aussi, si vous voulez, en faisant intervenir plusieurs tiers, de ne pas être dans une logique un peu CAF ou dans une logique fiscale de vérification. Est-ce qu'il y a des questions sur le fonds social? En tout cas, pas pour le moment. D'accord. On les prendra Donc, ensuite, si j'arrive. ouais, on va continuer On continue sur les autres vignettes. sur les autres, mmh. Non, c'est pas trop long, c'est bon. Là. Ouais. Donc, alors, les deux aides des fonds de que dote le fonds de sécurisation des parcours, le fonds régional de sécurisation des parcours, sont le fonds social, et le fonds d'aide à la mobilité par emploi. Le fonds social, c'est pendant la formation. Il faut être en formation pour faire la demande. Le fonds d'aide à la mobilité vers l'emploi est né de l'idée, en fait, qu'il fallait aider les publics, qu'une fois sortis de formation, ça pouvait toujours être compliqué pour les personnes, bien qu'elles aient des promesses d'embauche, qu'elles soient en situation d'accès à l'emploi vraiment avéré, des freins périphériques demeuraient. Voilà. Donc ça s'adresse aux apprenants. Le terme est volontaire parce qu'il concerne également les personnes qui ont été étudiantes sur les formations sanitaires et sociales, mais on pourrait dire les anciens stagiaires aussi de la formation professionnelle, sortant de formation depuis moins de 6 mois et qui signent un CDD de 3 mois minimum ou un CDI. Voilà. Donc ça va être les stagiaires de la formation professionnelle, ça peut être des apprentis, ça peut être des lycéens pro, bénéficiaires de contrats de professionnalisation. L'idée, c'est un peu l'idée de sécuriser quand même leur période d'essai, parce que pendant cette période-là, parfois, lorsqu'on a une famille notamment, oui, ça fonctionne, même si l'emploi n'est pas en lien avec la formation, Julie, au regard des critères que vous voyez sur cette vignette. On n'est pas dans une logique de primes sur des métiers en tension, par exemple, voilà, ou de fléchage sectoriel. L'idée, c'est de soutenir la personne qui va vers l'emploi, qui a une forme de durabilité, on va dire. C'est pour ça qu'il faut un CD de 3 mois minimum ou un CDI. Voilà. Les conditions, donc, on est toujours un peu sur le même poste. Hein. Logement et transport, ça peut être par exemple pour aider au déménagement. Ça peut être pour aider au financement d'une double résidence temporaire, le temps de quitter son ancien logement, que le bail se termine, et d'arriver vers un autre. Parfois, on a bien souvent aussi à faire des familles. Donc, dans un premier temps, pendant la période d'essai, faire déménager toute la famille, ça peut être compliqué. Voilà. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'on a essayé de prendre en compte. Je dis bien qu'on essaye, parce qu'il n'y a pas de réponse unique, en fait, à toutes ces problématiques, mais c'est quand même quelque chose qui peut être fortement utile dans certaines situations. Donc, dépenses liées au logement, déménagement, double résidence, au transport. On va prendre des frais kilométriques, ça peut être des abonnements de train, le temps de sécuriser sa période d'essai pour aller travailler à Paris, par exemple, ou ailleurs. Je dis Paris, mais ça peut être aussi aller travailler. On n'est pas obligé d'aller travailler dans une grande métropole ou dans une capitale. Hein. Ça peut être aussi à l'inverse, vers un endroit plus rural. Donc, ça va jusqu'à 2 000 euros d'aide, 1 000 euros maximum pour le logement, 1 000 euros maximum pour le transport. On peut faire bien sûr, comme pour le fonds social, plusieurs demandes au regard des dépenses, hein, parce qu'elles peuvent être différentes et successives et s'enchaîner. On va verser l'aide en 2 fois. Par contre, le deuxième versement va être conditionné à la bonne réalisation du CDD ou à la poursuite du CDI. Voilà. Ce qu'on ne voulait pas non plus,
on était obligé aussi de prendre certaines mesures de sécurisation globalement financière. Alors le délai d'éligibilité, la mobilité résidentielle doit être liée à un nouvel emploi éloigné du domicile principal. La dépense ne doit pas être intégralement couverte par d'autres dispositifs existants. Voilà, c'est un peu un frein sur l'éligibilité du dispositif. Et ça nécessite aussi, bien sûr, que la personne. Alors, la difficulté que peuvent avoir ces personnes, c'est que parfois, elles sont plus accompagnées aussi. Et c'est une des difficultés qu'on peut avoir. La distance routière entre le domicile et le travail doit être supérieure ou égale à 50 km ou nécessiter plus de 1h30 de trajet. Il faut vraiment qu'il y ait à faire face à une forme de changement quand même pour la personne et on va venir l'aider pour ça. Le demandeur doit être dans l'impossibilité ou doit rencontrer des difficultés pour utiliser les transports en commun, voilà, décalés, offre de services non disponibles. Ça aussi, ça joue. On tient compte, même si on est en période d'essai ou autre, du salaire quand même. Il doit être inférieur ou égal à 1,5 fois le SMIC. Voilà. En premier et 13e. Alors, ça fait pas mal de conditions. Quand même. On a conscience que les conditions sont un peu strictes. Actuellement, on réfléchit à faire évoluer nos fonds d'aide. Pour rien vous cacher, c'est un des axes aussi de la nouvelle stratégie régionale. Voilà, pour mieux prendre en compte, on va essayer de mieux prendre en compte les besoins parce que, des publics et puis aussi tirer l'expérience passée. Quoi. Alors, on sort d'une période où on a aussi lancé aussi un gros programme d'évaluation de la sécurisation des parcours. Ça aussi, c'est un des axes de notre nouvelle stratégie. On s'appuie, ce qu'on essaie de faire, c'est d'objectiver au maximum aussi l'évolution des dispositifs et des politiques publiques telles qu'on les mène et qu'on essaye de les piloter. Donc voilà, il peut y avoir des évolutions. Il y a une question qui est toujours latente qui est importante et qui revient souvent, par exemple, sur la garde d'enfants. Voilà. C'est quelque chose qui est récurrent. Mais bon, je vais pas rentrer dans. C'est pas l'objet de ce webinaire, mais ça vous donne aussi une idée du mode de fonction global qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a en permanence, on doit essayer aussi de s'adapter aux évolutions et à une meilleure connaissance du besoin de nos usagers et du système dans lequel ils essaient d'évoluer comme ils peuvent. Voilà. Alors, on a 2 questions, Omer. Oui. Par rapport à ces fonds d'aide, il y avait une question par rapport au champ de bénéficiaires. Est-ce que du coup, quand on parle des stagiaires de la formation professionnelle, est-ce que du coup on parle des personnes qui ont suivi une formation financée par la région ou est-ce que ça couvre, l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle qui ne seraient pas sur des parcours financés par la région? Le fonds de sécurisation est à disposition de personnes. Alors, il y a aussi des personnes qui ne sont pas financées par la région, puisque vous allez avoir des lycéens, enfin, lycéens pro, ils sont quand même financés d'une certaine manière dans leur Mmh. parcours, puisque la région finance les lycées. Il peut y avoir les apprentis. Elle ne finance pas tous les apprentis, par ailleurs. Mais ces personnes sont éligibles. Par contre, si la question concerne le fait de savoir si la personne a été en formation continue financée par la région, oui. Voilà. Donc concrètement, Fonds social formation, pour quelqu'un qui est sur le PRF, amorce de parcours, l'habilitation habitation de service public et tout ça. Voilà. Mais également les apprentis, les étudiants du sanitaire et social, même lorsque la formation sanitaire et sociale n'est pas forcément financée par la région, ça c'est pris en compte aussi. Donc c'est vrai que tout ça est complexe parce qu'on n'a pas de réponse, parfois on n'a pas de réponse binaire à certaines choses, mais c'est aussi la vertu de ce qu'on fait au bénéfice d'un maximum de personnes. Voilà. Donc c'est sûr que si vous êtes sur une formation financée au titre de l'AIF par Pôle emploi, vous n'avez pas droit au fonds de sécurisation des parcours. Si c'est ce type de réponse que vous voulez, je vous réponds que non. Voilà. Il y a une question par rapport aux fonds d'aide, à la mobilité. Est-ce que, le bénéficiaire, fait la demande seul sur le site de la région? Oui, oui, sur les deux fonds de sécurisation, le bénéficiaire fait la demande seul. Alors on a beaucoup réfléchi hein, avant de mettre en place ce type de choses. Alors d'une part, ça rentre quand même dans une logique d'accès direct des usagers au service public, c'est une volonté régionale forte. Ça procède aussi, si on devait le colorer un peu, historique formation, dans une logique
d'individu acteur de ses choix professionnels, acteur de son parcours. Mais vous le voyez bien, je vous parle d'accompagnement par ailleurs, je vous parle du rôle de l'organisme de formation. On a essayé d'équilibrer les choses. Ce qu'on voulait, c'est que les personnes soient libres de faire la demande, en tout cas, sans carcan systémique enfin, le terme carcan est mal choisi, mais sans frein supplémentaire, voilà. C'est-à-dire Mmh. que, in fine, la personne puisse faire la demande seule. Bien sûr, il faut qu'elle prouve qu'elle est dans une situation, et donc du coup, il faut qu'elle prouve, par exemple, qu'il y a un risque de rupture. Donc, elle demande l'attestation de l'organisme de formation qui dit oui, oui, il y a bien un risque de rupture. Bon, voilà. Mais ce sont les individus donc, qui font ces demandes, parce que pour nous, ce sont des usagers d'un service public. Mmh. Alors, Madame accompagner plusieurs Tamizier a, non à l'aise avec l'informatique, mais ce n'est pas super facile car il faut envoyer plein de documents pour justifier. Voilà, eh oui, de remarques. quand il faut obtenir de l'argent, on demande des justifications. Je crois que nous-mêmes, par ailleurs, dans le quotidien, hein, quand on doit payer quelque chose, on demande des justifications de ce qu'on paye. On est obligé, il s'agit de données publiques, c'est pas notre argent. Après, on travaille. Une fois que j'ai dit ça, la réponse est un peu, j'entends tout à fait. On travaille à alléger au maximum ce qu'on peut. On a conscience aussi de la complexité pour tout le monde, hein, même pour des personnes qui sont pas en difficulté financière, qui sont pas demandeuses d'emploi, qui sont actives, qui travaillent depuis longtemps. C'est compliqué de fournir des justifications, de scanner les documents, de les mettre en ligne, tout ça. Bien sûr que ça peut être compliqué. Mais c'est pour cette raison aussi qu'on s'appuie sur les acteurs de terrain qui sont auprès des usagers. Et, mais quand vous demandez une aide de 1 000 euros, il faut bien qu'on ait un RIB, il faut bien qu'on ait une photocopie de la carte d'identité, il faut bien qu'on ait une photocopie de la carte vitale pour croiser quelques informations et qu'on ait des éléments liés à la facture, à la dépense qui va advenir. Comment faire autrement? On ne peut pas verser 1 000 euros comme ça à une personne sans avoir un minimum d'éléments. Donc, euh, donc, on a conscience, et je pense que tous les acteurs de l'accompagnement ou de la formation professionnelle ont conscience que c'est parfois difficile pour les usagers. Donc, c'est pour ça qu'il est important de travailler le plus en amont possible avec les personnes. Il y a des pièces clés de toute façon qui seront demandées. Quand vous accompagnez quelqu'un qui a vocation à entrer en formation, il faut qu'il ait une pièce d'identité, il faut qu'il ait des éléments, carte vitale. Il y a 2 ou 3 éléments qui de toute façon serviront pendant la formation, que ce soit pour la rémunération, pour les demandes d'aide à venir. J'ai pas eu le temps j'ai du mal à parler, à lire en même temps. Non, non, mais je Je vais reviens dessus, le faire, s'il vous oui. plaît. Est-ce Ouais. que du coup, en termes de pièces à fournir, est-ce qu'il y a nécessité de fournir une fiche d'évaluation de la situation qui pourrait être remplie par le référent de parcours, mission locale par exemple, ou c'est pas nécessaire? C'est pas nécessaire, c'est pas une pièce clé, c'est pas une pièce bloquante, c'est pas une pièce nécessaire. Moi, ce que je vous préconise de faire éventuellement, c'est de télécharger, d'aider la personne à télécharger pour le fonds social. Parlons concrètement, pour le fonds social formation, vous accompagnez la personne. Parfois, elle se connecte même au sein de la mission. J'imagine bien qu'elle doit se connecter à la mission locale pour faire la demande. Dans certains cas, vous êtes à côté. Vous téléchargez le document et éventuellement vous lui imprimez. Ça serait top. Et ensuite, il va dans l'organisme de formation qui remplit ce qu'il a à remplir dessus. Voilà. Et s'il y a une difficulté avec l'organisme de formation, les organismes de formation doivent aussi être en contact, enfin ils le sont, hein, mais en cas de difficulté, il est normal que le prescripteur le signale à l'organisme de formation. Et ce lien, il est vertueux de garder ce lien prescripteur-OF même pendant la formation. Non, surtout dans une situation difficile, c'est important. Donc la pièce, c'est le document que va fournir qui est rempli par l'organisme de formation. C'est l'usager qui le met sur le site, mais vous pouvez accompagner pour être facilitateur ou facilitatrice pour cela. Mmh. Et du coup, pour pallier un petit peu à cette on a une question par rapport à ça, pour pallier un petit peu aux difficultés, d'accès, d'usage du numérique, est-ce que les maisons France Services sont sollicitées pour accompagner, ces demandes? Elles ne sont pas sollicitées directement, mais je pense que c'est un des sujets à développer, Mmh. effectivement. C'est une question qui est... La question de l'accès aux services publics,
c'est une question qui ne doit pas être cloisonnée entre acteurs. Donc qui nécessite que les divers acteurs, qu'ils soient locaux ou nationaux, travaillent ensemble. Attention, il y a bien sûr qu'il y a des choses qui sont faites ensemble, mais il faut qu'on continue de travailler ensemble, à développer des choses pour que, déjà, faire connaître auprès de ces structures-là, ce qui existe au niveau des collectivités. Après, vous avez dans ces maisons-là des spécialistes aussi qui savent répertorier les aides, qui s'appuient sur des outils aussi nationaux pour répertorier des aides. Et nos aides rentrent dans ce giron-là, c'est-à-dire qu'elles rentrent dans le panorama des diverses aides qui peuvent être fournies, et des professionnels de l'accompagnement ou de la recherche de ce type d'aide, normalement, savent aller les trouver, même si c'est pas toujours facile. Ça, on en a bien conscience. Mais c'est aussi pour cette raison qu'on fait des webinaires, qu'on a des services aussi dédiés. C'est pour ça que vous avez aussi des adresses mail que Charlène vient de vous mettre à la fin de ce PowerPoint là. Fonds de sécurisation @Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est l'adresse de l'équipe en direct, qui gère les fonds d'aide. Rému Roméo, c'est l'adresse de l'équipe rémunération. Mais surtout, n'oubliez pas, vous avez lesaides.nouvelle-aquitaine.fr. C'est là que sont toutes les aides de la région. Il y a aussi d'autres aides, au-delà de celles que je vous présente, régionales, qui sont disponibles. Il y a les dispositions liées par exemple au TER. Il y a des aides pour les rentrées scolaires aussi. Quand on accompagne des familles ou des foyers, ça peut être utile. Moi, je vous conseille d'aller y regarder. Et au tout début, alors je suis désolé, c'est moi qui ai fait le PowerPoint, j'aurais dû aussi mettre à la fin. Au tout début, attendez, je cherche la vignette. Il y a aussi on a mis aussi lieu et ressources, la seconde vignette, Charlène. Voilà, la toute seconde vignette. En dessous, vous avez le service relations usagers. Vous avez une hotline, c'est une hotline régionale. Il y a une plateforme avec des agents de la région qui travaillent en lien direct avec le guide des aides régionales et qui sont en interface avec tous les usagers. Et tous les professionnels aussi peuvent les contacter. N'hésitez surtout pas, c'est vraiment l'adresse qu'il faut contacter en première intention. Parce que parfois, on peut avoir le sentiment d'être baladé d'un service à l'autre ou d'une entité à l'autre, mais eux, ils ont une vision globale de tout ce qui se fait à la région. Et sauront vous faire gagner du temps et suivre les demandes et veillent à ce qu'il y ait des réponses dans les délais satisfaisants. Donc ça fait partie un peu de notre approche un peu qualitative globale à la région pour satisfaire les demandes. Donc n'hésitez pas à contacter aussi cette adresse, service relations aux usagers, avec le numéro de téléphone joint ou à travers l'adresse mail qui est dessous, contact@nouvelle-aquitaine.fr. Alors, je pense que ce sera le mot de clôture. Omer, à moins qu'il y ait une dernière question, il est 10h58, donc on est bien dans le Oui. dans le délai, le timing, donc voilà. Donc pas de Je vous en prie. questions Merci. complémentaires. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Merci aux participants Oui, et aux pour toutes ces participantes. réactions. Oui. Et puis, comme disait Omer, il y aura une transmission des ressources, du support et de ressources complémentaires à l'issue de ce webinaire. Oui, ce que je peux vous proposer, alors je ne vais pas vous envoyer tous les règlements d'intervention, ils sont sur le guide régional. D'accord? Par contre, on va vous envoyer le PowerPoint. Je peux vous envoyer une fiche qui récapitule les pièces clés pour constituer un dossier de rémunération. Donc les pièces minimum. Ensuite, ça permet d'avoir un dossier de rému de base. Et ensuite, on peut venir y greffer, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais des options en fonction de la situation. Voilà, donc vous aurez ça. La grille des barèmes de rémunération également. Et puis après sur les fonds, l'essentiel des dispositions d'éligibilité sont vraiment dans le PowerPoint. Donc, il y a accès bien sûr à nos règlements sur le site de la région. Et merci de votre écoute et pour aussi l'intérêt dont vous avez fait part à travers vos questions. Voilà, c'est toujours important pour moi, mais aussi pour mes collègues de la région, d'essayer d'être le plus accessible possible pour répondre à tout ça. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.